Bonjour à tous. Bonjour. Alors le 21 mars est la journée mondiale de la trisomie 21. Nous recevons aujourd'hui Julie, Anthony et Maxence Gérard, Madame Sophie Fraisse, qui est cadre socio-éducatif à l'IME, Institut médico-éducatif de Châtel-sur-Moselle, et Madame Dominique Marquer, qui est adjointe à la ville de Thaon-les-Vosges en charge du handicap et de l'insertion professionnelle. Alors explication, qu'est-ce que la trisomie 21 ou le syndrome de Down ? Au moment de la fécondation, chacun d'entre nous reçoit de ses parents 23 chromosomes, un chromosome de chaque père. L'enfant qui est porteur de trisomie, lui, naît avec 3 chromosomes 21 au lieu de 2. Il reçoit donc 47 chromosomes au lieu de 46. Alors les caractéristiques de la trisomie, on les connaît tous un petit peu. C'est ce visage, ce faciès un petit peu particulier avec des yeux en amande. Il y a aussi l'hypotonie, l'hyperlaxité, c'est-à-dire l'enfant est tout souple, un manque de tonus musculaire ou articulaire. Et puis par la suite, il peut y avoir aussi une déficience intellectuelle plus ou moins légère. Cette maladie qui est congénitale touche 65 000 personnes en France actuellement, plus de 65 000, et 2300 enfants naissent chaque année avec cette porteur d'une trisomie. Bonjour Maxence. Bonjour Christine. Comment tu vas Maxence ? Bien. T'es heureux d'être avec nous ? Oui. Bon, tu sais que t'es une star, hein ? T'es né le 1er janvier 2009, et le 1er janvier 2009, t'étais le premier bébé de l'année à naître à Épinal. C'était déjà quelque chose quand même, hein ? Oui. Monsieur et Madame Gérard, vous êtes les parents de Maxence, qui a 12 ans. Je vais remonter jusqu'en 2009, année de sa naissance. Comment apprenez-vous que votre premier enfant, puisque Maxence est votre premier enfant, était différent ? Eh ben, d'abord, quand il est sorti, donc Maxence, quand il a été posé sur moi, voilà, c'est le premier enfant, on le regarde. Hein, oui. Et bon, essentiellement, on voit le visage, puisque tout le reste est emballé. Et moi, j'ai été surpris du faciès qu'il avait. J'ai eu des doutes, je me suis demandé si c'était normal, parce qu'il avait les yeux très, très, très en amande. Oui. Oui. Voilà. Et voilà, donc du coup, c'est vraiment ça qui m'a un petit peu interpellée. Et je me disais, c'est bizarre, il est pas, c'est pas normal, il a les yeux bizarres. C'est vraiment ce mot-là que j'avais en moi. Ouais. Et donc, du coup, je me suis tournée vers mon mari. Puis je lui ai dit, je trouve pas qu'il y a les yeux qui sont particuliers. C'est particulier. Il a les yeux très en amande. Mon mari dit, mais non, il vient de sortir, il est tout bridé, il est tout... Voilà, en plus, il était dans le liquide, donc il était tout fripé. Un petit peu fripé, voilà. Donc, je me dis, c'est pas moi. Puis, Vous parlez de vos doutes à votre famille ? Oui, ma maman était venue le jour en salle de réveil. En salle d'accouchement. Voilà, en salle d'accouchement. Et je lui ai demandé, pareil, quand elle me l'a pris, je dis, il n'y a rien qui te choque ? Il n'y a rien qui te perturbe quand tu le regardes ? Moi, il dit, mais non, il est beau comme tout. C'est mon petit-fils, et puis c'est mon premier. Il est beau comme tout. Bon, suite à ça, mon mari, ma maman, je me suis dit, rassurée un petit peu. Voilà, c'est que ça vient de toi, c'est quelque chose de bizarre. La fatigue de l'accouchement. Voilà, la fatigue, ça faisait 12 heures, voilà. Et qu'est-ce qu'il en est du corps médical ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'ils vous disent rapidement qu'il y a une suspicion de trisomie ou Alors, pas ? c'est plus ou moins rapide, hein, mais mon mari était parti faire les premiers soins avec la sage-femme. Elle lui a demandé si ça allait, s'il n'y avait rien de particulier. Donc la sage-femme lui dit, non, votre bébé est en bonne santé. Puis le pédiatre viendra vous voir le matin, dans la matinée, puisqu'il est né dans la nuit. Et du coup, mon mari était reparti. Donc moi, je me suis retrouvée seule dans la chambre avec le petit, et puis le pédiatre qui vient. Donc il fait les examens. Bon, moi, je suis à côté, je regarde, je l'écoute. Peut-être sans l'écouter, je ne sais pas. Peut-être inconsciemment, inconsciemment, j'étais peut-être pas là. Mais bon, je regardais mon fils, je l'aimais, je le voyais, il était beau, quoi, pour moi. Et puis, donc, il a juste émis le mot, on va faire une prise de sang. Parce que tout le reste, je ne me rappelle pas. D'accord. Tout a été occulté. Voilà. Donc, mais c'est tout. Bon, pour moi, oui, un nouveau-né, on fait une prise de sang. Voilà. Et quand la sage... c'était une infirmière puère, était juste derrière. Au moment où le pédiatre est parti, elle a vu que j'avais aucune réaction. Donc, elle s'est dit, c'est bizarre, je vais lui poser... donc, elle m'a posé la question. Elle dit, vous avez compris ce que vous a dit le pédiatre ? Je dis oui, je vais lui faire une prise de sang. Et là... elle me dit, oui, mais c'est une prise de sang particulière.
comment ça, une prise de sang Un particulière? cariotype. Voilà, il faut faire un cariotype. Donc, et là, moi étant dans le métier, je sortais de l'école d'infirmière, donc du coup, cariotype, ça me parlait. Je dis, pourquoi un cariotype? Parce qu'il suspecte une trisomie. Et là, il y a eu un blanc. Et elle me dit, vous avez compris? Je dis, oui, j'ai compris. Puis après, elle est partie, et puis c'est là que je me suis un petit peu effondrée. Effondrée, c'est naturel. J'ai pris mon fils, j'ai dit, pourquoi toi? Il y avait déjà des questions, plein de questions qui arrivaient en me disant, ça y est, je suis toute seule, on vient de m'annoncer quelque chose. Donc j'ai appelé mon mari pour lui dire, écoute, viens rapidement. J'ai un peu effrayé un peu ma famille aussi, parce que j'arrivais pas à parler au téléphone. Trop d'émotions, et ça n'allait pas. Donc voilà, l'annonce a été faite comme ça. Je l'ai annoncé à mon mari quand il est arrivé. Et puis voilà quoi. Donc, alors ce qui interroge forcément, c'est qu'en 2009, au cours des grossesses, généralement, on avait déjà depuis longtemps, on faisait la recherche justement des trisomies par une prise de la trisomie ou d'autres maladies par le biais d'une prise de sang et d'une amniosynthèse éventuellement lorsqu'on était à risque. Ça n'a pas été détecté chez vous du tout pendant la grossesse? Du tout, parce que moi la prise de sang était normale, elle n'était pas dans les tranches, on va dire, à risque pour faire une amniosynthèse. Tout simplement, les 3 échos étaient normales, puisque du coup, il n'y avait pas de problème au niveau de la clarté nucléale, il n'y avait pas de problème au niveau du fémur pour voir si le bébé grandit bien, il n'y avait pas de malformation cardiaque. Voilà. Donc rien qui pouvait dire ou suspecter une trisomie ou autre malformation du fœtus, quoi. J'imagine alors que cette annonce fut un choc énorme. Ça bouleverse la vie, surtout que quand chaque couple en fait idéalise sa vie avec son futur bébé, idéalise son futur bébé aussi, il se projette dans la vie qu'il va avoir avec son bébé, bien sûr. Tout ce qui est imaginé disparaît en l'espace d'une seconde. Comment réagissez-vous alors? Alors oui, effectivement, ça a été un choc, mais alors nous, depuis la visite du pédiatre, on s'était déjà un petit peu mis en Préparé. tête à l'idée que Maxence était porteur de trisomie. Du coup, l'annonce est quand même faite 9 jours après, parce que le cariotype est revenu au bout de 9-10 jours. Et donc, les grands-parents et la famille proche étaient toujours un petit peu dans une sorte de déni. Ils essayaient toujours de nous rassurer, mais non, tant que vous n'avez pas les résultats, c'est pas sûr. Donc, il y avait toujours un mince espoir quand même qui nous faisait tenir, mais on était quasiment sûr à 99% que Maxence était porteur de trisomie. Donc, le cariotype revient, Maxence est bien porteur de trisomie. Et du coup, là, c'est quand même un choc assez violent, puisque du coup, le renoncement à l'enfant idéal arrive direct, quoi. Donc on s'y était un petit peu préparé, mais bon, là c'est effectif. Et un premier enfant? Un premier enfant. Avant c'était la théorie, là on arrive vraiment dans les faits. Bon, l'annonce est faite et cette fois-ci il faut faire avec, quoi. Donc beaucoup de questions qui arrivent. Oui, j'imagine. Là, donc beaucoup de questions se bousculent dans votre tête. Comment on va faire? Comment va se passer la vie? Comment on va l'élever? Quel va être son avenir? Et que deviendra-t-il plus tard si quand nous ne serons plus là? Il y a plein de questions qui arrivent dans votre tête, j'imagine. Oui, il y a beaucoup de questions, oui, parce que on va devenir parents pour la première fois, mais là, déjà d'être parent, c'est déjà un événement. C'est déjà un événement, on ne sait pas comment on va réagir. Et puis là, on va être parent d'un enfant porteur d'un handicap. Donc à 23 et 24 ans, c'est difficile de l'accepter. C'est très difficile de l'accepter. Mais bon, on a été quand même très entourés, donc comme disait mon mari, de la famille. Et surtout, on a aussi eu un soutien au niveau médical. Oui, beaucoup. Bien En néonat, le docteur Poplar, qui était là le chef de service de néonat à Épinal, avait déjà dit, écoutez, moi je fais les démarches au niveau de la MDPH, et elle nous avait orientés en disant, quand vous sortez, prenez rendez-vous tout de suite au CAMS. Voilà. Donc on nous avait bien orientés au niveau de ça. On avait un bon suivi pour Maxence, des séances d'orthophonie précoces, de la psychomotricité, de la kiné. Donc du coup, du côté là, on était rassurés. Oui, parce qu'il est important d'être porté par sa famille, mais il est aussi important d'être porté par le service médical qui entoure. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer aussi des parents, par exemple, au moment-là, des parents qui avaient déjà un enfant porteur de trisomie ou pas? Oui. Vas-y. Parce que des fois, ça aide dans le cheminement, dans l'acceptation. Alors, c'était pas notre désir à nous, mais c'était le désir de l'autre famille de rencontrer des parents d'un enfant trisomique. Donc nous, on a dit, oui, pourquoi pas. C'était pas quelque chose qu'on s'était posé, en fait. Oui, sur le coup, pas. Sur le coup, on s'était dit, on n'en a pas la nécessité. Mais voilà, si on peut apporter, nous, quelque chose
au couple qui est couple, demandeur. voilà. Oui. Et Voilà. inversement. Et inversement. Du coup, nous, ça nous a permis aussi de pouvoir échanger sur les mêmes... parce qu'on voit très bien qu'il y a des critères qui se ressemblent beaucoup chez les enfants trisomiques et il y en a beaucoup qui divergent. Oui, aussi. Oui. Tout à Donc, fait. comme tous les enfants, finalement. Et ce couple-là est devenu de très bons amis avec qui on voit Avec quoi régulièrement. vous vivez régulièrement voilà. Et les enfants les enfants le voilà. même âge ou pas? 2 ans de moins pour Melvin. Alors en 1975 et en 2005, enfin, 2 lois reconnaissent que l'enfant porteur d'un handicap ou d'une maladie doit avoir accès à l'éducation. Donc Maxence a donc fait son entrée à l'école maternelle. Quelle a été son évolution alors? Alors on a commencé donc en Meurthe-et-Moselle, parce qu'à l'époque on habitait à Bouxières-aux-Dames. Donc sa première rentrée a été faite là-bas. Donc ça a été une rentrée plutôt mitigée, je vais dire. Donc Maxence était suivi par une AVS, donc on a eu la chance d'en avoir une toute sa scolarité. Mais par contre l'enseignante était peut-être un petit peu inquiète à l'idée d'avoir un enfant différent dans sa classe. Et du coup Maxence était beaucoup laissé à l'écart avec son AVS. Ça lui arrivait même des fois d'être isolé dans une salle avec elle. Ah, carrément. Donc je dirais qu'il a fait son année à côté des autres, mais pas avec les autres. Mais pas intégré. Sur cette année-là. Donc c'était une année un petit peu mitigée. On a ensuite déménagé donc sur Théron. Et là on a émis rapidement le souhait que Maxence refasse une petite section de maternelle, qui a été acceptée par Monsieur Vatret, l'enseignant référent sur le secteur, et Madame Callot, qu'on remercie. La directrice de Goypré. Voilà, de Goypré. Donc Maxence a fait ses 3 années de maternelle donc à Goypré, où là ça s'est vraiment très très bien passé. Il a été vraiment intégré dans l'école avec les élèves, donc il était très bien intégré, très bien connu, il était comme un coq en pâte. Et ensuite arrivé le moment un petit peu stressant pour nous du CP, passage au CP. Maxence n'avait pas du tout le niveau requis pour un CP classique. Donc nous on avait 2 choix qui s'orientaient, soit une Ulysse, soit un IME. Donc on avait, après de longues discussions, ma femme était pas trop encore résignée à lâcher le système scolaire classique. Donc on a demandé... toujours un petit déni derrière quand même. Voilà, toujours encore l'enfant idéal. C'est l'envie d'essayer. C'est l'envie d'essayer. Voilà. Donc on était parti pour une orientation en Ulysse. La MDPH nous l'avait refusé, avec un placement en IME. On s'est battu avec l'aide de la VSEA, qu'on remercie aussi, et on a réussi à avoir le maintien en Ulysse. C'est assez rare apparemment qu'il change d'avis, donc on était contents. Et là malheureusement, l'année-là, Maxence, ça n'a pas réussi à avoir les effets qu'on attendait. Il ne s'est pas du tout senti à l'aise en Ulysse. Parce qu'en fait, confronté à des enfants qui avaient aussi un handicap, avec le recul, dans les autres classes précédentes, il était avec des enfants, entre guillemets, j'aime pas ce mot, normaux, voilà. On va dire ordinaires. Ordinaires. Merci Julie. Avec le recul, je pense que justement, il n'avait pas ses anciens camarades qui recherchaient beaucoup. Et du coup, c'était des nouveaux, donc déjà, c'est l'effet psychologique, il n'avait pas les mêmes personnes. Et l'enseignement, il a toujours eu une AVS, donc un adulte qui était en permanence avec lui pour l'aider à faire ses tâches. Et là, il n'y avait plus, parce qu'il y avait une AVS collective pour tous les élèves. Et du coup, il était beaucoup plus de travail en autonomie. Et Maxence, en autonomie, il a des difficultés. Il avait des difficultés à l'époque. Et donc ensuite, à la fin de cette année, après discussion, comme Maxence émettait des réticences à l'école qu'il n'a jamais... Avant, il aimait bien. On a demandé un placement en IME. Un placement en IME. Comment s'était passé autrement son accueil par rapport aux enseignants, aux parents d'élèves, aux élèves aussi, les autres élèves? Est-ce qu'il y a eu des remarques, des regards des fois? Est-ce que vous avez senti une appréhension? Des regards, il y en a toujours un petit peu, sur des enfants, il y en a toujours, mais globalement, les niveaux des élèves, ça s'est très très bien passé. Ils étaient même très protecteurs avec Maxence, un petit peu, donc là-dessus, ça s'est super bien passé. Au niveau des parents, pareil, on n'a pas eu de gros soucis. On a même eu un moment d'émotion quand il était en maternelle, parce que généralement, à la maternelle, il y a beaucoup d'anniversaires avec les enfants. Maxence n'était jamais invité, jamais. Et à un moment donné, il y a une maman, la maman de Gabriel, on va citer, qui a invité Maxence à l'anniversaire de son fils. Et donc nous, ça nous a mis un petit moment d'émotion, parce que c'était vraiment le premier anniversaire où on invitait Maxence. C'était bien. Donc voilà, c'était vraiment un moment d'intégration, et c'était une très belle attention de la part de cette maman. Et au niveau du corps enseignant, il y a 2 réactions qu'on a eues. Un peu différentes. Donc, où c'est que ça a été acceptabilité d'entrée, où c'est que l'enseignante a vraiment été contente d'avoir un enfant différent, qu'elle a vraiment aucune réticence, aucune peur. Et les enseignants qui ont justement une petite réticence, non pas par le handicap, mais par la prise en charge globale. Je pense par le manque d'informations sur le handicap et le manque de formation aussi. Sur ça, avec un manque d'outils pédagogiques à leur disposition. On ne prépare pas suffisamment les enseignants à accueillir et après, des enfants. On peut généraliser aussi au cercle
extrascolaires, où pour trouver une activité à un enfant différent, c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Où on est tributaire des intervenants, justement. Oui. Maxence a fait de la danse, mais il était un petit peu mis de côté aussi, parce qu'il y avait beaucoup trop d'enfants. Et là, il fait du théâtre, où c'est que là, il est vraiment intégré. Et voilà. Donc, on est vraiment tributaire des intervenants. Ça te plaît le théâtre, Maxence? Oui. Oui, t'aimes bien. Oh, puis, vu comme je t'ai vu, je pense que ça doit bien aller. Hein. Alors, on peut dire que depuis 2 décennies, le regard quand même sur le handicap ou la maladie a quand même changé. Les enfants dans les écoles, on le voit bien, sont sensibilisés, je pense quand même grâce au Téléthon. Je dis toujours un peu grâce au Téléthon parce qu'ils ont quand même participé à beaucoup d'actions avec le Téléthon où on les a sensibilisés ou à la différence de l'autre, à accepter que l'autre ne soit pas comme lui et accepter son petit copain qui est différent aussi. Et c'est malheureusement un chemin que beaucoup d'adultes ne font pas encore. Hein. Les enfants sont plus avancés finalement que les adultes, que nous là-dessus. Maxence a une sœur de 11 ans, Maëline, un frère de 7 ans, Kylian. Je me dis qu'envisager d'autres enfants et de vivre d'autres grossesses a dû susciter beaucoup de questions et beaucoup d'angoisse après avoir eu Maxence, cette naissance un petit peu particulière. Oui, c'est sûr. Alors, avant qu'on ait eu Maxence, on s'était fait un idéal de famille. Oui. Donc, on s'était dit, on va se marier en premier, oui. on va avoir 2 ou 3 enfants, on n'était encore pas décidé. Voilà. Et puis, on s'était dit qu'on laisserait à peu près 3 ans entre chaque. Voilà, ça, c'était notre idéal de parcours en couple. Et j'ai eu des soucis de santé, donc on m'avait dit, si vous voulez des enfants, faites-les rapidement. Donc, du coup, on s'en a parlé, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on se lance. Donc, on a eu Maxence. Voilà. On a eu Maxence et c'est sûr, l'annonce a été brutale. Ça nous a un petit peu cassé notre idéal. Oui, bien sûr. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en fait qu'un enfant unique, du coup, vu son handicap? Est-ce que vaut mieux peut-être faire la petite sœur ou même le petit frère, peu importe. Mais à ce moment-là, c'était une petite sœur. Et du coup, on a dit, allez, on n'attend pas. On n'attend pas. On y va. On fait le deuxième qui, donc, du coup, a 21 mois d'écart. Donc, assez rapproché. Du coup, ça a été vachement bénéfique pour les deux. J'imagine. Voilà, Maxence était super fier d'avoir une petite sœur. Ils ont grandi ensemble. Du coup, on avait l'impression d'avoir des jumeaux. Oui, d'avoir des jumeaux presque. C'était ça. Voilà. Donc, c'était super pour les deux, du coup. Et puis, par la suite, on a eu Kylian un peu plus tard. Un petit peu plus tard, oui, 7 ans. Voilà, on a mis 3 ans et demi, ça va faire. Ils ont 3 ans et demi avec Maëline. Mais alors... La première grossesse, forcément, elle s'est passée super bien. Mais l'angoisse pour les 2 autres. Voilà, mais l'angoisse pour les 2 autres, ça a été compliqué d'être enceinte et de se dire, est-ce que tout va bien aller? Oui, oui. Donc chaque écho, on a fait des amniosynthèses pour les 2 grossesses. Voilà, pour Maëline et Kylian, donc toujours avec un risque de la perte, toujours. Mais ce risque était à prendre pour ne pas non plus avoir un deuxième. Voilà. Je pensais que déjà un enfant handicapé, c'est déjà compliqué, mais alors d'en avoir plusieurs, c'était pas pour nous. Donc avoir des frères et sœurs, pour Maxence, c'était forcément bénéfique. J'imagine qu'ils de toute façon, ils ont les mêmes relations qu'une fratrie classique. On joue, on se bagarre, on rit ensemble, bien sûr. Est-ce que l'un ou l'autre de vos 2 autres enfants a une relation avec Maxence plus fusionnelle ou plus protectrice On va remonter déjà avant Kylian. Donc quand Maëline est née, Maxence et Maëline ont été très fusionnels, un peu comme des jumeaux. C'est vrai qu'ils étaient toujours collés ensemble. Quand l'un n'était pas là pour X raison, l'autre n'était pas bien et vice versa. Ensuite, Maëline a avancé dans ses apprentissages et a dépassé Maxence. Bien sûr. Kylian est né, donc Maxence était très content parce que de nouveau grand frère, je fais des choses que le petit ne fait pas. Et du coup, voilà, il était très heureux. Et là, on est plus dans la phase où Kylian a également dépassé en apprentissage. Et là, Maxence a plus de difficultés à accepter que son petit frère fait des choses plus que lui. Je pense notamment à la lecture, l'écriture, où l'autre fois, on jouait à un jeu et Kylian lisait la question et Maxence dit non, pas toi, tu sais pas lire. Voilà, il avait un petit peu de mal à accepter que son petit frère avait des choses qu'il faisait mieux que lui pour l'instant. Et là, actuellement, on est plus sur cette chose-là. Il y a quelques petits conflits avec Kylian, mais ils restent toujours très complices tous les 3. Je dirais pour résumer que Maëline est plutôt bienveillante envers son frère et Kylian est protecteur, un petit peu trop protecteur même avec lui,
à toujours être derrière lui, à savoir Maxence fait pas Attention, ci, Maxence fait ça, pas tu ça, laisses- attention. Ça peut être des fois un petit peu fatigant pour Maxence, qui du coup repousse peut-être un petit peu plus son frère, parce que ça doit l'embêter un petit peu. Soit de, Voilà. du pot de colle, Mais, un petit peu. après voilà, Maïline et Kylian se rapprochent plus au niveau des jeux, vu qu'il y a la lecture et les choses comme ça, des Oui, centres forcément. d'intérêt commun. Ah oui. Mais bon, ils excluent pas quand même Maxence, à chaque fois qu'il joue à un jeu de société, ils lui demandent s'il veut jouer avec, après c'est lui qui décide s'il a envie ou pas. Ou lui propose des jeux. Ou lui propose des jeux et les deux autres disent oui ou non. Vous avez toujours considéré Maxence comme comme les autres enfants. Vous avez toujours voulu qu'il vive comme les autres. Pourquoi avez-vous décidé dès le départ que c'était comme ça? Alors, pour moi, c'était logique. C'était une évidence. C'est une évidence. De toute façon, Maxence est un petit garçon. Hein. Voilà, c'est un petit garçon. Avec sa différence, mais ça reste un petit garçon. Il fait tout comme les autres. Bien sûr, il y a des apprentissages qui sont plus lents. Donc, du coup, mais on les a tous mis sur un même piédestal. Voilà, au même niveau. Voilà. Nous, on voulait surtout pas qu'il y ait de différence entre eux déjà. Voilà. Parce que lui, on n'a jamais caché à Maxence sa différence. Oui. On lui en a expliqué, comme on a expliqué à son frère et à sa sœur. Mais voilà, c'est surtout qu'il n'y ait pas de jalousie entre eux. Voilà. C'est juste pour dire voilà, qu'il faut qu'il et on a mis vraiment la même éducation, toujours en adaptant pour Maxence. Et quand il y avait des incompréhensions, on en parle. Oui. On en parle, on explique. Voilà, il ne peut pas faire comme ça, c'est normal. Pareil pour Maxence, parce que de se retrouver en échec, lui aussi, ça le... Oui. Voilà, ça le peine. Ça le peine, bien sûr. Oui. Donc, du coup, on a vraiment, on se base beaucoup sur la parole. Et voilà, nos enfants, on les aime tous autant. Donc, il n'y avait pas de raison que Maxence soit mis de côté. Et voilà, il fait partie de la famille. Il est avec son petit truc en plus. Oui. Et voilà, c'est tout. C'est vraiment... Je peux pas vous le dire, c'est comme ça. C'est intérieur. C'est quelque chose de... C'est un beau témoignage, tout ça. Je dirais que souvent, on voit qu'il arrive parfois que le handicap ou la maladie divise un couple, divise une famille. Hélas, malheureusement. En tout cas, moi, je constate, Maxence, lui, vit entouré complètement d'amour. J'ai vu ses frères et sœurs. Là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. Okay. Alors, après avoir fait son CP en classe spécialisée, Maxence a intégré l'Institut médico-éducatif de Châtel-sur-Moselle. Je me retourne vers vous, Madame Fraisse. Vous êtes cadre socio-éducatif à l'IME de Châtel-sur-Moselle. Maxence est arrivé chez vous vers l'âge de 7 ans, après 4 années de scolarité en maternelle et en classe spécialisée. Il est accueilli chez vous chaque jour, il repart chaque soir dans sa famille. Comment s'est passée l'intégration de Maxence dans votre établissement ? Donc l'intégration en IME, c'est toujours compliqué pour les parents, comme a dit la maman de Maxence. C'est une vraie souffrance parce que c'est un peu dire l'éducation nationale n'y arrive pas, le milieu ordinaire n'y arrive pas, il est vraiment handicapé. Oui. C'est un peu le choc. Mais il ne faut pas l'entendre de cette manière. L'IME, c'est un endroit spécialisé où on va mettre les bons outils pour aider l'enfant à progresser. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on a des petites classes. Donc, Maxence, en 2017, a intégré une classe où il n'y avait que 5 enfants. Ça, c'est un avantage parce qu'effectivement, dans l'école ordinaire, vous avez 25 et le pauvre enseignant, même avec tous les outils, il ne peut pas répondre aux besoins de chacun. Il y a aussi un beau plateau technique avec une psychomotricienne à plein temps, une orthophoniste à plein temps. C'est des jeunes très dynamiques qui mettent des outils très spécifiques au service des enfants et qui les aident à progresser. Et des éducatrices très, très pointues. Donc, on part du projet de l'enfant et on voit toutes les évolutions qu'on peut mettre autour de lui. Oui. Donc, allez-y. Donc voilà, il a d'abord intégré la section S2ES1, une section d'enseignement et d'éducation spécialisée. Et il n'a pas tout de suite intégré avec l'enseignante parce que je vous avoue qu'en IME, on a 2 enseignants sur 90 jeunes et les places sont chères aussi à l'intérieur de l'IME. Mais l'important pour moi, c'est d'abord de poser les bonnes fondations pour que l'enseignement scolaire prenne bien. Et c'est vrai que dans le milieu scolaire, on va partir d'un programme. Oui. Et nous, dans l'enseignement spécialisé, on part de l'enfant et puis on va essayer de consolider les bases pour qu'après, l'enseignement scolaire se pose bien. Oui. Et comment a évolué Maxence dans sa classe avec tous ses petits copains ? Très bien, bon, il est charmeur, il est jovial, toujours de bonne humeur, donc au niveau camaraderie, c'est très très bien.
Il a changé de groupe depuis 2020 et il est chez les plus grands. Et puis comme il est dans l'imitation, ça lui fait extrêmement du bien parce qu'il se calque sur les grands et plus sur les petits. Voilà. Donc ça l'aide à évoluer. Il est avec l'enseignante qui n'a malheureusement pas pu venir depuis 2019. Et il progresse à son rythme. Donc c'est vrai que c'est l'apprentissage des lettres, l'apprentissage des sons, la reconnaissance des sons, le graphisme. Voilà. Mais nous, on est contents parce que aux parents, on peut parler de progrès. On ne dit pas qu'il est en retard ou qu'il n'est pas au niveau des autres. On parle toujours de lui le côté positif. Et voilà, il progresse. Il progresse dans son comportement, il progresse dans son envie de travailler, il progresse au niveau de la verbalisation. Comme on voit, il parle super bien au micro, je suis épatée. Bah, il est cool là, Maxence. Oui, il est plus cool que là, moi. T'es bien là, Maxence, t'es bien avec nous. Ah ouais, je vois, hein. Tu des contracts en tout cas. Hein. Peut-être moins stressé que beaucoup. Hein. Et en plus, en IME, le regard des autres enfants est différent du milieu ordinaire parce qu'ils sont tous là au même titre. Il y a un souci. Et finalement, des enfants qui se retrouvaient tout seuls dans le milieu ordinaire ont des copains, des copines, etc. Voilà. Bon, Maxence, c'est facile, il a une nature très joviale, mais il y a d'autres enfants qui étaient vraiment très isolés dans le milieu ordinaire, qui se retrouvent avec des copains, copines. Et qui s'ouvrent. Oui. Vous accueillez combien d'enfants dans votre établissement, Madame Fraisse? Alors, nous accueillons 90 jeunes de 6 à 20 ans. De 6 à 20 ans. Avec une déficience plus ou moins sévère et avec des troubles associés aussi. Vous avez combien d'enfants porteurs de trisomie? Alors, on en a très peu. Très peu? 6. 6, avec, comme disait la maman de Maxence, des niveaux variés. On a eu des jeunes filles qui écrivaient, qui oralisaient très bien et qui ont pu aller être orientées vers des ESAT, des établissements du travail. Et on a eu des enfants qui ont eu plus de difficultés au niveau de l'oralisation, mais qui ont trouvé tout de suite un projet de vie tout à fait intéressant. Donc, vous avez expliqué un petit peu quelle était toute la prise en charge de tous ces enfants, et plus particulièrement des enfants qui sont trisomiques. Pour la trisomie, comme vous disiez, l'hypotonie fait que la psychomotricité est un point très important. Très important, j'imagine bien. Et puis l'avantage de l'IME, c'est qu'on ne les promène pas pour les différentes prises en charge. Ils sont sur place. Et il y a aussi un échange entre les différents professionnels intéressant, puisque là, il y a une belle cohérence au niveau de l'éducatif. Alors les parents de Maxence, forcément à juste titre, se posent beaucoup de questions sur l'avenir. Maxence est pris en charge en IME, comme vous l'aviez dit, jusqu'à ses 20 ans. Mais qu'en est-il après? Alors après les 20 ans, tout dépend de la progression et je pense que Maxence continuera à progresser. Donc les perspectives sont différentes en fonction des enfants, mais le but c'est que l'enfant soit bien et une vie d'adulte, une vie autonome. Qu'il ne soit pas à charge de ses parents, parce que quand on a une vie d'adulte, on n'est pas à charge de ses parents. Et j'espère qu'on arrivera peut-être à ce qu'il aille en ESAT, dans de la sous-traitance industrielle, dans des choses comme ça. J'espère qu'il pourra avoir, comme vous disiez, un foyer, un appartement avec un accompagnement. Voilà, je trouve que ça serait un beau but. Et puis, je sais qu'il va au théâtre dans le centre social Avenue de l'Europe, il me semble. Mais j'espère que l'inclusion sociale se fera aussi et qu'il pourra être, dans différentes associations, dans dynamique. Pourquoi pas de la politique ou du cinéma. Peut-être. Pourquoi pas. Il y a eu des exemples dans le cinéma, n'est-ce pas? Oui, le cinéma. Voilà. C'est vrai qu'en France, notre pays, malheureusement, comparé à d'autres pays voisins, comme la Belgique, par exemple, notre pays est cruellement en manque de structure, en manque de place pour accueillir les adultes handicapés, c'est dommage. Parallèlement, c'est vrai que beaucoup d'adultes trisomiques vivent en totale autonomie dans des foyers résidences. Alors, ce qu'on n'a pas évoqué quand même avec vous, Julie et Anthony, c'est dans cet avenir où la question se pose quand même toujours de... quand nous, on ne sera plus là, qu'est-ce qui va arriver? C'est ça, oui. Qui va prendre en charge Maxence? Qui va s'en occuper? Comment alors ça, c'est une question qui est noire pour nous, qui est déjà se projette encore pas vraiment, mais elle est là, elle est bien présente. Elle est là, je me doute. Elle est bien présente parce qu'on se dit que, au niveau de notre environnement proche, bien sûr, il a un frère et une sœur, mais on n'a pas non plus, on n'a pas à leur imposer de prendre en charge leur grand frère.
Après qu'ils le veuillent, c'est leur bien, volonté. mais voilà, il faut que ça reste leur choix. Faudra que ça reste Il ne leur faut choix. pas que ce soit un fardeau pour eux. Eux l'ont pas demandé, c'est pas leur Voilà. choix. C'est pas, voilà, ça leur a été imposé, ils en ont pas décidé. Donc par la suite, c'est à eux de voir si eux veulent le prendre en charge, s'ils ont envie de s'en occuper. Et ce qu'on n'a encore pas discuté parce qu'ils sont encore petits, mais voilà, s'ils refusent, c'est comme ça. Ça sera comme ça. On leur en voudra pas. Il ne faut pas qu'ils se mettent de pression non plus par rapport à ça. Mais c'est sûr qu'on ne sait jamais, on ne sait pas comment ça va évoluer, on ne sait pas où est-ce qu'il va en finir. Voilà, c'est compliqué. Hein. Moi, dans mon métier, 60 ans, il était en maison de retraite. En attendant, il était chez la famille avant, pour quelqu'un que je connaissais. Et ça, voilà, c'est encore un bon côté, je pense. Oui, et ça, c'est encore un bon côté. Dans l'accueil adulte, des fois, c'est encore un bon côté. Mais c'est vrai qu'on a encore du mal, nous, à se projeter là. Vous voyez, déjà, on se projette déjà jusqu'aux 20 ans, parce qu'on sait qu'aux 20 ans, ça va, on va changer encore, il va encore des plus ça va se rapprocher, plus on va stresser. Plus on va stresser. Comme le passage à l'IME, où on attendait d'avoir une place ou pas, on a eu de la chance, on est rapidement. Mais... On a beaucoup de progrès à faire encore par rapport à l'accueil des personnes handicapées. L'Innovatura a fait beaucoup avec l'association Personnage par rapport à sa fille, mais il y a encore du travail en France, ce qui m'amène à me tourner vers vous, Madame Marquer. Oui. Vous êtes adjointe au maire chargée du handicap et de l'insertion professionnelle. Comment, après tous ces beaux témoignages, le magnifique sourire de Maxence, comment une commune peut-elle intervenir pour sensibiliser au handicap ses habitants, ses concitoyens? Comment est-ce que vivre dans une ville quand on est handicapé est simple de nos jours? Alors en fait, c'est vrai que la nouvelle municipalité a voulu créer une délégation spécifique par rapport au handicap parce que au-delà de la question de l'accessibilité des locaux, on parle beaucoup de ça quand on parle aussi des personnes handicapées par rapport à l'administration publique en général. C'est vrai qu'il n'y a pas que l'accessibilité des locaux, c'est une question importante, mais le handicap, il y a différents types de handicap. Il y a les handicaps visibles, il y a les handicaps invisibles. Et c'est vrai que du coup, chaque situation est différente. Et l'objectif de notre action avec Monsieur le maire, Madame Moine aussi, qui m'accompagne dans mes missions, et bien entendu d'autres élus, puisque le handicap, c'est l'affaire de tous, on est tous concernés, c'est d'essayer de sensibiliser les personnes aux différents types de handicap qu'il peut exister. C'est vrai que tant qu'on n'est pas concerné, je pense personnellement, on ne se rend pas compte forcément de ce que peut être le handicap, des difficultés qu'on peut rencontrer, de certains combats qui sont à mener. Il y a des expériences réussies à valoriser et c'est un travail qu'on souhaite faire tous ensemble. Essayer de sensibiliser, mettre en place des actions. On reste aussi, bien entendu, à l'écoute des personnes qui souhaiteraient aussi venir nous rencontrer pour nous faire part de leur expérience, de leurs difficultés. Et puis aussi, on va essayer de mettre en place plusieurs temps d'échanges, d'actions, de sensibilisation pour permettre aux personnes d'aussi valoriser leur parcours parce qu'il y a des belles réussites et l'objectif c'est aussi de montrer qu'il y a des choses qui sont possibles à réaliser et qu'on peut effectivement, même quand on est porteur d'un handicap, accéder aux loisirs, partir en voyage, il y a beaucoup s'épanouir, trouver un travail vivre. Aussi, vivre comme toute personne et c'est normal. Merci Madame Marquer. Par rapport. Si je peux me permettre, beaucoup de centres sociaux s'ouvrent au handicap. Bitola, une référente handicap. Avenue de l'Europe, ils prennent Maxence. Nous, on veut aussi développer l'inclusion par le biais des centres sociaux. Je trouve que c'est une belle démarche. Alors juste pour compléter, Christine, si je peux me permettre, c'est vrai qu'on a aussi un travail en cours avec le programme éducatif de territoire. L'objectif, c'est de faire une réflexion effectivement via ce programme-là pour les enfants de 0 à 25 ans. Aujourd'hui, on analyse comment ils peuvent être inclus, intégrés dans la société, par rapport à l'école, par rapport aux activités de loisirs. Donc on est en train de mener ce travail-là avec la municipalité et différents partenaires qui sont déjà très investis dans cette question-là. Donc on essaye aussi de pouvoir avancer dans cette beaucoup de travail. Il y a de l'évolution, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Pour beaucoup de travail, effectivement. Des lois ont été votées. Le handicap en général pour vivre tout à fait normalement. Julie, Anthony, Maxence, Madame Fraisse, Dominique, merci pour ces beaux témoignages. C'était très poignant en tout cas. Tu as un sourire magnifique, Maxence. Quand tu souris, je trouve que tu es plus. Dis donc. Je vais conclure cette émission.